J'ai donc le plaisir d'introduire ce webinaire en présentant en quelques mots le service d'Eveco de la communauté urbaine. La communauté urbaine, d'abord, donc c'est 73 communes, 400 000 habitants et 26 000 entreprises. Depuis sa création, la communauté urbaine s'est organisée pour aider dans tous les domaines les entreprises pour contribuer au développement économique et au dynamisme économique de notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de répondre à toutes les attentes des entreprises à chaque fois qu'elles en ont besoin. Aujourd'hui, donc, c'est pour l'implantation des entreprises, mais c'est aussi dans tous les domaines qui peuvent. On a essayé de rencontrer pas mal d'entreprises depuis le début de la communauté urbaine et depuis que je m'occupe du développement économique pour voir quels étaient les besoins de ces entreprises et comment nous pouvions nous organiser pour y répondre. Une des manières de s'organiser pour y répondre, et nous sommes conscients que la taille de la communauté urbaine rend parfois un petit peu complexe le contact avec la connaissance des interlocuteurs de la communauté urbaine. C'est la raison pour laquelle, d'une manière très pragmatique, la communauté urbaine s'est organisée pour créer et pour avoir une porte d'entrée unique avec un mail unique qui s'appelle deveco@gpso.fr, donc deveco, DEVECO, @gpso.fr. C'est la porte d'entrée à laquelle vous pouvez laisser un message et on vous répondra à chaque fois pour répondre et pour nous organiser au sein du service pour vous répondre. Aujourd'hui, l'actualité, hélas, c'est le Covid, bien évidemment, la Covid et la difficulté dans laquelle se trouve un certain nombre d'entreprises pour y faire face. Une des réponses qui a été apportée, c'est donc le PGE et la médiation. Et il nous a paru important que vous puissiez comprendre comment fonctionnent ces dispositifs pour vous en faciliter l'accès. Et donc, je vais laisser la parole à M. Wisnowski pour qu'il nous présente l'utilisation de ces dispositifs. Je vous souhaite à tous une excellente réunion. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement ce matin vous présenter le prêt garanti par l'État et notamment ses modalités de remboursement parce que c'est un point d'actualité du moment. Et puis le rôle de la médiation, donc la manière dont la médiation est intervenue dans la gestion de cette crise et dont elle va continuer d'ailleurs à intervenir. Donc, si on peut passer au slide suivant. Encore après. Bon, tout d'abord, avant de rentrer dans le PGE et les modalités de remboursement, je crois qu'il y a un point important que l'on voit tous, mais il est essentiel de le rappeler. On n'est ni dans une crise financière du type de celle qu'on avait connue en 2008-2009, ni dans une crise des fondamentaux de notre économie. On est dans une crise sanitaire qui a conduit l'État à arrêter l'économie. Donc, on appelle aujourd'hui le premier confinement. On espérait à l'époque qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc, arrêt de l'activité lors du premier confinement. Et une décision très, très simple, finalement, à comprendre. À partir du moment où l'État arrêtait le fonctionnement des entreprises, il était logique, naturel, que l'État prenne en charge les conséquences de cet arrêt. C'est cette notion du quoi qu'il en coûte. Cette notion du quoi qu'il en coûte, c'est quoi? C'est mettre en œuvre l'ensemble des moyens permettant de maintenir les activités et les emplois de telle sorte que ces activités et ces emplois soient disponibles au moment de la sortie du confinement. Et donc, c'est tout un ensemble de mesures de soutien en liquidité. Vous avez dans le petit tableau du haut le rappel de ce que ça a été au cours de l'année 2020, c'est 210 milliards mis à disposition d'une manière ou d'une autre des entreprises. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, c'est soit la prise en charge de coûts, type financement de l'activité partielle, type fonds de solidarité, des reports de charges fiscales et sociales, dans certains cas même des exonérations. C'est le prêt de garantie par l'État dont on va parler, 131 milliards à fin décembre 2020. Et puis les moratoires, c'est-à-dire des différés de remboursement qui ont été accordés par les banques en mars-avril de l'année 2020. Donc au total, 210 milliards sous ces formes diverses, avec la traduction
concrètes finalement de ce dispositif. C'était le fait que l'on a vu que le nombre de défaillances a fortement baissé au cours de l'année 2020, hein, à 40% de défaillances en moins par rapport aux chiffres que l'on avait habituellement. Et puis, deuxièmement, ce qui était attendu finalement, ce que vous avez dans le petit graphique de droite, une capacité de rebond en sortie de ce premier confinement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a permis à nouveau aux entreprises d'avoir leurs activités, la chute très brutale que l'on a connue au premier confinement, il y a eu une reprise tout aussi importante. Après, on a tous vécu deuxième, troisième confinement, donc la reprise n'est pas totale. On a une économie qui tourne à peu près normalement dans beaucoup de secteurs, et puis on a des secteurs, services à la personne, tourisme, hébergement, restauration, etc., qui sont effectivement fortement affectés. Mais en tous les cas, cette stratégie de mise à disposition de liquidités pour compenser finalement la décision d'arrêt de l'économie est quelque chose qui a effectivement produit son effet. Alors, si on en vient aux prêts garantis par l'État, hein, je disais 131 milliards à fin décembre. Je peux le préciser. Oui, excusez-nous, il y a un petit problème au niveau du son de M. Wisniewski qu'on est en train de régler. Excusez-nous, 30 secondes. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, je ne sais pas où ça a coupé. J'expliquais qu'il y avait les mesures qui ont été prises ont montré leur efficacité en termes de baisse des défaillances d'entreprises en 2020 et de capacité à rebondir à l'issue en sortie de premier confinement, ce qu'on voit dans le petit graphique de droite. Donc le PGE, c'est 131 milliards, c'était 131 milliards à fin décembre. On est aujourd'hui à un peu plus de 137 milliards. Au slide suivant, j'ai repris les PGE en Île-de-France. Alors, ça ne couvre pas votre communauté urbaine, mais il y a de disponibles sur le site de Bercy les ventilations département par département de ces PGE. Si on peut projeter le slide d'après, voilà. Alors, c'est un petit peu petit. Donc, on produit une ventilation. Hein, donc, c'est fait à partir des données de PGE accordées que l'on croise avec les bases de données de la Banque de France. Donc, vous avez ici, j'ai repris uniquement la ventilation par type d'entreprise et par secteur. Comme je le disais, là c'est l'Île-de-France, mais vous pouvez trouver sur le site de Bercy, dans ce tableau de bord qui fait à peu près 160 pages, puisqu'on le ventile par département, tout le détail. Donc essentiellement des petites et moyennes entreprises. Hein. Au niveau national, on est à 95% en nombre, à 75% en encours. En Île-de-France, on est à un taux un petit peu inférieur parce qu'il y a une part plus grande compte tenu de la configuration de l'Île-de-France des grandes entreprises hein, qui pèsent dans à peu près 26% des encours, alors qu'au niveau national, on est à une douzaine de pourcents. Sinon, après, on a une représentation à poids de l'Île-de-France qui est légèrement supérieure en termes de PGE par rapport à son poids dans la valeur ajoutée. Enfin, globalement, il n'y a pas de grande différence entre régions en termes de distribution du PGE. Vous avez en dessous les secteurs économiques. On retrouve bien évidemment le commerce, hébergement, restauration, qui ont bénéficié de manière significative et de manière plus importante par rapport à leur poids dans la valeur ajoutée de ces prêts garantis par l'État. Mais là encore, les répartitions sectorielles correspondent souvent au poids, même si, bien sûr, les secteurs les plus affectés sont ceux qui ont eu le plus recours à ce dispositif. Alors, au slide suivant, quels sont les enjeux? Et comme je le disais, l'enjeu, c'est le remboursement aujourd'hui. Le prêt garanti par l'État, il était disponible jusqu'au 30 juin, il va être prorogé maintenant jusqu'au 31 décembre. Bon, même s'il y a beaucoup moins de demandes, hein, on est dans une progression beaucoup plus réduite maintenant. 60% des PGE ont été accordés au cours du deuxième trimestre de l'année 2020. Mais néanmoins, de manière compte tenu du fait qu'on n'est pas sorti de cette crise sanitaire, compte tenu du fait qu'on a des secteurs qui sont encore en difficulté, il a été décidé de le proroger jusqu'au 31 décembre. Donc, de manière générale, jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires,
En moyenne, les entreprises ont souscrit à peu près 17-18% en moyenne de leur chiffre d'affaires. Ce qui est important, ce sont les modalités de remboursement. C'est un dispositif souple, c'est-à-dire que c'était un apport de trésorerie, mais avec l'idée, bien évidemment, de donner de la souplesse aux entreprises. Et donc, ce qui est important, c'est que ce sont les entreprises qui ont le choix. Pendant la première année, il n'y avait pas de remboursement, donc rien à rembourser la première année. Et à l'issue de cette année, donc en ce moment, l'entreprise doit faire un choix. Le choix, c'est soit elle rembourse son PGE, soit elle demande un étalement. Mais c'est elle qui décide. Et si elle demande un étalement, elle décide de cet étalement entre 1 et 5 ans maximum. Le banquier ne peut pas refuser. C'est un droit qu'a l'entreprise. Et en plus, si l'entreprise demande un étalement, il y a un engagement qui a été pris. Donc là, ce n'est pas de droit, mais c'est un engagement qui a été pris par les banques. Donc on veillera bien évidemment à ce qu'il soit respecté. Les entreprises qui demandent un étalement ont la possibilité de demander de ne pas rembourser le capital pendant une deuxième année. On appelle 1 plus 1 plus 4, faisant référence au fait que la première année, il n'y avait rien à payer. La deuxième année, possibilité de différer le capital. Par contre, il faut payer les intérêts. Et puis, étalement sur 4 ans. Alors, ça peut être moins. C'est là encore l'entreprise qui décide. Donc, en fonction, finalement, de sa situation, de ses capacités. On est aujourd'hui dans les estimations qui sont données par la Fédération bancaire française. On a environ 15% des entreprises qui prévoient de rembourser leur PGE, donc à l'échéance, en ce moment, et 85% qui prévoient de l'étaler. Et on a à peu près 70-75% qui prévoient de l'étaler sur la durée la plus longue, donc sur une période de 5 ans à l'issue de ce choix. Vous avez au slide suivant un graphique qui a été produit par la FBF qui illustre ce choix finalement. Vous avez le premier cas, une entreprise qui va décider de rembourser dès la deuxième année, mais en étalant donc sur 5 ans, donc avec des charges de remboursement qui sont proportionnées sur 5 ans. Et puis le deuxième cas que vous avez à droite, une entreprise qui va dire non, moi je demande à bénéficier du non-remboursement de la deuxième année, donc je ne paye que la garantie de l'État et les taux d'intérêt, et par contre je vais étaler sur 4 ans. Mais là, bien évidemment, ça représente une charge d'amortissement plus élevée. Donc c'est vraiment à l'entreprise, en fonction de sa situation, de sa capacité de remboursement, qui doit faire ce choix. Et il est important qu'il soit fait. Le contrat de PGE qui a été signé, c'est un contrat qui prévoit le remboursement au bout d'un an. Donc, si l'entreprise n'exprime pas de choix, elle doit rembourser. Il n'y a pas de choix par défaut, finalement. C'est soit elle rembourse, soit elle opte, elle doit signer un avenant, d'ailleurs, qui définit sur quelle durée elle va l'amortir. Et donc, il y a un plan d'amortissement qui sera joint à l'avenant au contrat qui doit être signé. Mais il est extrêmement important que les entreprises répondent aux sollicitations que les banques leur adressent en disant, voilà, quelle est l'option que vous choisissez pour votre remboursement. Parce que certains disent, je ne vais pas faire le choix, je vais attendre. Non, s'il n'y a pas de choix, c'est le remboursement qui est fait. Et donc, la banque va vous prélever la totalité du PGE qui est dû au bout d'un an s'il n'y a aucune option qui est exercée. Donc, c'est vraiment un choix important et qui est, je le répète, j'insiste, à la main de l'entreprise. Donc ça, c'est le point sur le PGE, mais on pourra revenir bien évidemment au travers de vos questions. Mais monsieur Wisinowski, donc il y a peut-être, avant que vous passiez à la deuxième partie, oui, bien sûr. Il y a une première question. Donc la personne qui a levé la main, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour poser la question, s'il vous plaît? Donc c'est ADMR 78, je ne sais pas qui est-ce, mais voilà. Donc la personne qui a levé la main, le micro est toujours coupé, donc il faudrait désactiver pour que vous puissiez parler, poser votre question. Est-ce que la personne peut parler? C'est une erreur, on enchaîne. Oui? Non, c'est une erreur. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, donc, on poursuit. Pas de problème. Oui, donc voilà, donc le point sur le PGE, mais on pourra revenir au travers des questions. Donc maintenant, la médiation du crédit, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle est intervenue et à quoi ça sert?
Donc la médiation du crédit, je rappelle qu'elle a été créée en 2008, hein, dans la crise précédente, avec l'idée, il faut faire en sorte qu'on n'ait pas des entreprises qui soient seules face à une difficulté de financement. Donc ce dispositif qui avait été créé, qui avait fonctionné parfaitement au cours de la crise précédente, avait perdu de son importance parce qu'il y avait un accès assez large au financement et donc il n'y avait pas de problème avant cette crise. La crise a remis bien évidemment sur le devant le dispositif de médiation et le fait qu'il soit disponible a permis de l'activer immédiatement, sans délai, dès lors qu'on était saisi par les entreprises. Donc le principe, il est simple, hein. Toutes les entreprises ont accès à la médiation dès lors qu'elles font face à un refus de financement dans le cadre de l'activité professionnelle. C'est un dispositif qui n'est ouvert qu'aux entreprises commerciales. On a élargi en 2018 aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ouvert à toutes les entreprises. Ce n'est pas ouvert aux particuliers. Et la seule exception, c'est les sociétés qui sont en liquidation, puisque à partir du moment où les sociétés sont en procédure collective, bien évidemment, il est assez peu probable que les banquiers acceptent des financements. Donc, pourquoi saisir la médiation? Au slide suivant, donc, comme je le disais, c'est tout refus de financement. Donc, ça va, si on peut passer le slide d'après, donc ça va de la dénonciation de découvert à un refus d'accorder un nouveau crédit, et c'est également le fait de ne pas avoir de réponse. La médiation, elle repose sur un accord de place, et dans cet accord, les banques s'engagent à répondre aux demandes de crédit dans un délai de 15 jours. Donc, le fait qu'un banquier ne réponde pas à une demande de crédit est un motif de saisie de la médiation. Même s'il n'y a pas eu de refus, le fait que la banque ne réponde pas, l'entreprise peut saisir et doit saisir la médiation, parce qu'on est très largement sur des problèmes de financement de court terme, financement de trésorerie, et donc les délais, bien évidemment, sont extrêmement importants. Donc, c'est tout type de problème de restructuration, problème de garantie, enfin, toute la relation de crédit, de garantie avec une banque est couverte par la médiation. Alors, qui exerce la médiation? Ce qui a été mis en place, slide suivant, dans le dispositif dès 2008, c'est de confier ce rôle à la Banque de France. Pour une raison très simple, qui tient à deux éléments. Un, la Banque de France est présente dans tous les territoires, à travers de nos succursales départementales. Et deux, on a une expertise au niveau de la Banque de France en termes d'analyse des entreprises, soit au travers de notre mission de cotation ou de manière plus générale, le suivi que l'on fait des entreprises et qui s'est d'ailleurs enrichi depuis la crise, j'y reviendrai à la fin. Donc, la Banque de France, les directeurs de la Banque de France dans l'ensemble des départements ont cette mission de médiation. C'est un service qui est totalement gratuit, c'est une mission de service public, donc c'est gratuit, c'est confidentiel. Là encore, l'accord de place prévoit la confidentialité, c'est-à-dire qu'une entreprise qui saisit la médiation, la relation se fera entre la Banque de France, les banquiers bien évidemment, qui vont être concernés, mais il ne sera pas mentionné à l'extérieur qu'une médiation a été engagée, finalisée, etc. C'est quelque chose qui est confidentiel. Ce qui est fondamental dans le dispositif, c'est une médiation. Donc une médiation, je veux dire, n'impose pas une conclusion positive. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que les banques ont l'obligation de venir. À partir du moment où on déclenche, et je reviendrai tout à l'heure sur le déclenchement de la médiation, à partir du moment où on déclenche une médiation, les banquiers sont obligés de venir autour de la table, de venir discuter. Et deuxième point important, ils sont obligés de geler les encours existants. Il n'y a pas possibilité de réduire les lignes. Bon. Après, l'objectif de la médiation, c'est de rapprocher des positions. Il n'y a pas de droit au crédit, donc il n'y a pas la possibilité, d'ailleurs les médiateurs s'engagent à ne pas faire prendre des risques anormaux aux banquiers dans une négociation, mais au final, ce sont les deux parties qui acceptent. C'est l'entreprise et la banque qui acceptent la solution qui est proposée. Si l'un des deux n'accepte pas la solution, on est en échec de médiation. Mais vraiment important dans ce dispositif, c'est cette obligation qu'ont les banques de venir discuter.
Autre point important, c'est l'accompagnement. Au slide suivant, on a mis en place les concepteurs, qui étaient René Ricol, que vous doivez connaître, qui a mis en place ce dispositif. Il a souhaité également, au-delà du fait que la médiation était exercée par la Banque de France, qu'il puisse y avoir un accompagnement, qu'on appelle des tiers de confiance, c'est du bénévolat, c'est l'ensemble des réseaux professionnels, les chambres de commerce, les chambres de métiers, le MEDEF, CPME, etc. Tous les réseaux. Donc, on a signé des conventions avec l'idée très simple. On a donc, au total 700 tiers de confiance représentés dans ces différents réseaux, dont l'objectif premier est de faire connaître la médiation. Parce que ce qui est important, c'est, comme j'ai dit au début, l'objectif, c'est qu'aucune entreprise ne soit seule face à ces difficultés. L'isolement, il vient déjà de la méconnaissance que l'entreprise pourrait avoir du dispositif. Donc, le fait d'avoir un réseau de tiers de confiance est d'abord un moyen de faire connaître le dispositif, même si, là encore, une banque, lorsqu'elle refuse un crédit, s'est engagée à mentionner l'existence de la médiation. Normalement, le banquier, s'il refuse un crédit, il va indiquer que vous pouvez saisir la médiation du crédit en fournissant les coordonnées. Mais néanmoins, il était important à l'époque, et il reste important, de pouvoir s'appuyer sur ce réseau, donc, qui est d'abord faire connaître la médiation et qui a aussi la possibilité, même si c'est moins utilisé, mais la possibilité d'accompagner l'entreprise, c'est-à-dire de préparer son dossier, voire, si l'entreprise le souhaite, de participer également aux réunions de médiation de manière à mieux expliquer. C'est toute la problématique de la médiation. On est dans une population qui nous saisit, qui sont essentiellement des très petites entreprises, et donc qui sont moins armées dans les discussions qu'elles peuvent avoir avec les banques, dans la présentation de leur dossier, et donc l'accompagnement au-delà du médiateur lui-même peut être quelque chose d'utile. Mais de toute façon, le médiateur fera ce rôle. Il ne s'agit pas de prendre position par rapport à l'un ou l'autre. Il s'agit d'exposer le dossier, de présenter sous un angle peut-être différent, de manière à valoriser finalement la démarche de l'entreprise pour convaincre le banquier d'accorder le crédit. Donc, il y a un numéro d'appel, une plateforme, le 3414, qui est déjà mis également pour l'outre-mer, puisque la mission de médiation s'exerce également dans les territoires ultramarins. Mais il y a possibilité d'accéder via la plateforme aux différents correspondants de tiers de confiance qui peuvent accompagner les entreprises. Alors ensuite, comment saisir la médiation? Donc c'est très simple. Il faut saisir le dossier sur le site. Alors on a mis en place une procédure simplifiée dans le cadre de cette crise. On va à un moment donné abandonner probablement un peu avant l'été, mais aujourd'hui c'est une procédure simplifiée. Donc soit il y a la saisie complète du dossier qui était la procédure, je dirais, normale, soit c'est l'envoi à une adresse mail qui est indiquée sur notre site d'une simple fiche de 2 pages qui donne les principaux renseignements et donc qui déclenche la médiation. Donc sur cette base-là, le médiateur départemental, donc au niveau de la Banque de France, s'assure que l'entreprise, le dossier est éligible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en liquidation, on est bien saisi par une entreprise pour un refus de crédit. Et donc dans les 48 heures, le médiateur prend en contact avec l'entreprise pour avoir éventuellement des informations complémentaires en fonction de ce qu'il fournit dans le dossier et donc déclare éligible ou non éligible. Donc, si le dossier est éligible, le médiateur va informer les banques qu'une médiation est ouverte. Les banques ont 5 jours pour revoir leur position, c'est-à-dire dire finalement oui, je vais dire oui à l'octroi de crédit. Si ça ne se produit pas, on rentre alors dans le dispositif de médiation. Et donc, il y a réunion. Aujourd'hui, bien évidemment, ce sont des réunions en visioconférence téléphonique. Enfin, en général, avant et dans le futur, ce seront des réunions physiques où le médiateur réunit l'ensemble des banquiers. C'est bien l'ensemble des banquiers. Là aussi, c'est un point important. On peut être dans la situation où une entreprise a plusieurs banques et on va avoir une banque qui refuse, mais la médiation, elle se fait avec tout le monde. Parce que quand il y a plusieurs banquiers, chacun regarde un petit peu sa situation, n'a pas forcément envie de prendre une part de marché, etc. Donc, lorsqu'il y a une médiation, même si un refus ne vient que d'une seule banque, c'est l'ensemble des partenaires financiers qui sont autour de la table. Et donc, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de rapprocher les points de vue et de faire en sorte d'avoir une proposition qui corresponde aux besoins de l'entreprise et qui soit acceptable aux banquiers. Et donc, avec
valorisation finalement du dossier de l'entreprise au travers de l'analyse complémentaire que va apporter la médiation dans la situation de l'entreprise et dans ses perspectives. Alors, comment on a fonctionné au slide suivant au cours de cette crise? On a eu une explosion du nombre de dossiers. Hein. On traitait au niveau de la médiation, donc au total 1000 dossiers en 2019. On en a eu 14 000 en 2020. C'est 14 fois plus, mais c'est lié, cette explosion, à la demande de PGE. On est aujourd'hui à 670 000 PGE qui ont été distribués, 137 milliards. Donc, il y a eu une forte demande de crédit. On a un taux de refus qui est d'environ 2, il a oscillé entre 2,7 et 2,9%. Donc, on a environ 20 000 entreprises qui se sont vues refuser un PGE. Donc, finalement, les 14 000 entreprises sont la matérialisation du fait que on a 20 000 entreprises qui ont eu un refus de PGE. On en a 14 000 qui sont venus, enfin, si je prends les chiffres actualisés, on est à 15 500, 16 000 qui sont venus nous voir par rapport à ces 20 000. La différence, c'est soit une entreprise n'était pas éligible, soit malheureusement des entreprises qui ne connaissaient pas la médiation et qui ne sont pas venues nous voir. Mais on voit bien que ce 14 000, finalement, il représente une proportion limitée, 2,2-2,3% des demandes de PGE, et donc en ligne avec ce taux de refus de 2,9% que je mentionnais. On est sur l'année 2020 avec un taux de succès de 50%. Alors qui a eu tendance à se réduire dans le temps, parce que au fur et à mesure, bien évidemment, les dossiers sont plus difficiles. On est sur un produit, le PGE, qui a été largement distribué par les banques conformément à l'engagement qu'elles avaient pris. Et donc, quand il y a un refus, malheureusement, c'est souvent des entreprises qui n'étaient pas forcément en bonne situation avant cette crise. Et donc, les banques, bien évidemment, craignent sur leur capacité de remboursement. Même s'il y a une garantie de l'État, les banques conservent un risque et elles ont la responsabilité, c'est le dispositif qui a été conçu comme ça, d'apprécier le niveau de risque qui est pris. Et donc, si un dossier, bien évidemment, est fragile, les banques auront tendance à le refuser. Donc, malgré tout, dans 50% des cas, en moyenne, on a réussi à faire changer les positions, à valoriser la situation de ces entreprises, à démontrer les perspectives de manière à ce que les banques les accompagnent. Vous avez l'évolution par trimestre sur le petit graphique en bas. Donc, vous voyez que l'essentiel, bien évidemment, des demandes sont venues au deuxième trimestre, qui correspond à ce que j'ai indiqué aussi à la distribution importante du PGE. Depuis, on s'est réduit. On est sur les 3 premiers mois, je n'ai pas encore les chiffres du mois d'avril, mais sur les 3 premiers mois de 2020, on est à 530 dossiers en moyenne par mois. Ça reste beaucoup plus élevé que ce qu'on avait. C'est 500 dossiers par mois, c'est la moitié de ce qu'on avait en 2019. Mais en tous les cas, on a une courbe qui suit très directement la courbe des prêts garantis par l'État, puisque l'essentiel de nos saisines ont été en 2020 et restent en ce début d'année des problèmes d'octroi de PGE. On n'a pas normalement de problématiques liées au remboursement. Comme je l'ai dit, le remboursement, le choix du remboursement, les options d'étalement, c'est un droit de l'entreprise. Il y a un engagement des banques sur le différé en capital. Alors, on pourrait être dans la situation, je n'en ai pas encore eu, mais ça pourrait exister, où le banquier refuserait d'accorder l'année supplémentaire de différé en capital, mais ce serait contraire aux engagements qui seraient pris. Et dans ce cas-là, bien évidemment, il est important que les entreprises saisissent la médiation pour qu'on rappelle l'engagement qui a été pris par les banques et donc le droit finalement qu'ont les entreprises à décider des modalités de l'étalement. Alors, quand je dis décider, bien évidemment, il est important que l'entreprise, là encore, le discute avec son banquier, ça fait partie de la relation bancaire, mais en tous les cas, au final, c'est bien le choix qui est fait par l'entreprise. Pour terminer et élargir sur l'action de la Banque de France, il y a 2 éléments, il y a beaucoup d'éléments dans nos actions d'accompagnement des entreprises, mais je voulais mettre en valeur 2 éléments complémentaires qui font sens, je dirais, dans cette crise et dans l'accompagnement. Le premier, c'est ce qu'on appelle nos correspondants TPE-PME. C'est un dispositif qu'on a lancé il y a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, pour accompagner les entreprises. Donc, c'est avec l'idée, au-delà de l'activité de médiation. La médiation, c'est on a un problème à un moment donné avec un banquier,
on saisit la médiation pour trouver une solution. Les correspondants TPE, PME, ils sont là pour orienter les entreprises. Donc, ils ont un rôle d'accueil, de conseil, d'orientation, et pour leur dire, bon, bah, vous, compte tenu de votre problématique, voilà où est-ce qu'il faut aller. Est-ce qu'il faut aller discuter avec l'administration fiscale pour avoir des allègements de cotisations fiscales sociales? Est-ce qu'il faut aller à la médiation? Est-ce que malheureusement votre situation est tellement détériorée, il faut utiliser les procédures préventives mises en place par les tribunaux, ou malheureusement il n'y a plus que la solution de liquidation. Voilà. Donc c'est un rôle, c'est un peu l'équivalent des tiers de confiance que l'on a créé. La Banque de France elle-même joue ce rôle de tiers de confiance, d'accompagnement des entreprises, comme le font beaucoup d'organismes, bien évidemment, mais c'est un dispositif qui nous a semblé important, et qui, dans cette crise, là encore, s'est trouvé extrêmement utile, parce que, comme dans toute crise, les gens sont pris dans la crise. Il y a tellement de dispositifs, de moyens qui ont été mis en place, et souvent les entreprises, et les plus petites surtout, c'est pour ça que ce sont des correspondants TPE. Alors, au début, ils n'étaient que TPE, on a élargi à PME parce qu'on avait des demandes, mais l'idée, c'était surtout, ceux qui sont les plus isolés, bien évidemment, sont ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement. Et puis, il y a un autre aspect qui est notre action. On est opérateur national au niveau de la Banque de France en matière d'éducation financière, donc économique, budgétaire et financière. Donc, il y a différents piliers. Donc, on s'adresse à l'ensemble des publics. Et il y a, je pense que maintenant 2 ans, il avait été décidé d'élargir cette action pour avoir un axe spécifique aux entreprises. Là encore, avec l'idée, les entreprises, et surtout les plus petites, l'entrepreneur, commerçant, artisan, il va bien connaître son domaine, son activité, etc. Par contre, il n'est pas forcément toujours familier avec les questions financières. C'est aussi ce qu'on voit dans nos dossiers de médiation. Et donc, il est important d'avoir un accompagnement, là encore, des outils qui permettent aux chefs d'entreprise d'accéder à des éléments de connaissance et de renforcer sa compétence en manière financière, économique et financière. Donc, on a même produit un jeu qui s'appelle Aventure Entrepreneur, qui permet, en jouant, de voir l'évolution de son bilan, de la concurrence, des évolutions de parts de marché. Et puis, on a un portail qui s'appelle Mes questions d'entrepreneurs, et donc qui permet d'accéder à un ensemble de modules. On est opérateur, c'est-à-dire qu'on oriente vers les dispositifs, les documentations, les vidéos, tous les types de supports qui ont été produits par différents organismes. On en produit nous-mêmes également, mais l'idée, c'est d'avoir un portail qui pointe ensuite sur un certain nombre de produits qui correspondent aux différentes thématiques qui sont susceptibles d'intéresser les entrepreneurs. Donc voilà un complément en matière d'accompagnement par rapport à ce que fait la Banque de France au travers de son activité de médiation et des différents dispositifs sur les entreprises qu'elle a pu mettre en œuvre. Donc voilà ce que je voulais présenter ce matin, donc pour faire un point sur le prêt garanti par l'État et surtout ses modalités de remboursement, et pour exposer le rôle de la médiation du crédit qui est vraiment à la disposition des entreprises. Il est important de nous saisir très vite dès lors qu'il y a un problème avec un banquier, de manière à ne pas laisser traîner les choses, et qu'une solution, si possible, bien évidemment, puisse être apportée dans le dialogue renforcé qu'opère la médiation entre l'entreprise et ses différentes banques. Voilà, je suis maintenant à la disposition de l'assistance pour répondre aux différentes questions sur ce que j'ai évoqué ou sur d'autres sujets auxquels je serais susceptible de répondre, bien évidemment, s'il y a d'autres questions. Merci, Monsieur Wisniewski. Donc, nous allons démarrer la séance d'échange. Et je crois que Madame la vice-présidente, Madame Devez, a une première question à poser. Merci de votre présentation, c'était très clair. J'ai 2 questions à poser. Vous avez donc dit que la demande de médiation était simplifiée, ou plutôt la demande de PGE était simplifiée. Je voulais savoir en quoi elle était simplifiée. Est-ce que c'est en termes de délai? Est-ce que c'est les informations qui sont indiquées dans le dossier qui sont réduites? Et la deuxième, c'est, avez-vous des idées
concernant le PGE sur le fait qu'elles sont effectivement utilisées par les entreprises. Je m'explique, moi j'ai l'impression, pour en connaître, qu'il y en a quelques-unes qui ont sollicité effectivement le prêt garanti pour parer à toute éventualité. Dans la pratique, elles ne l'ont pas utilisé. Elles ont bien l'intention de le rendre. Est-ce que vous avez, d'une manière ou d'une autre, une approche de cette situation-là? Tout à fait. Alors, sur le premier point, c'est bien les demandes de médiation qui sont simplifiées. Les demandes de PGE, elles sont faites auprès de la banque et ensuite, il faut aller sur le site de la BPI pour obtenir ce qu'on appelle un token, donc pour s'enregistrer. Donc là, il y a un dossier à compléter, mais quand j'évoquais de simplification, c'est pour la demande de médiation. Jusqu'à maintenant, on avait, et c'est ce qu'on retrouvera, mais on est en train de le simplifier, mais on avait une saisine d'un dossier en ligne. L'entreprise devait saisir un certain nombre d'informations, mettre ses documents, etc., directement en ligne sur une plateforme. Dans le cadre de cette crise, pour accélérer les choses, on a mis en place, c'est ça que j'appelais simplifier, c'est-à-dire c'est une simple fiche de renseignement administratif, donc les coordonnées de l'entreprise, son téléphone, les coordonnées du banquier et le motif de refus. Donc c'est ça, un feuillet de 2 pages que l'entreprise doit nous renvoyer par simple mail, donc à une boîte qui est indiquée, qui est fonction du département, donc qui est indiquée sur la fiche qui est en ligne sur notre site. Et donc, c'est juste cette fiche simplifiée qui permet d'aller encore plus vite, c'est-à-dire qu'on constituera le dossier, on alimentera le dossier en cours de médiation, mais on ne demande pas à l'entreprise de fournir l'ensemble des éléments dès le début, puisqu'on est face à des refus de PGE, on est sur des TPE, donc on est sur des situations assez simples. Et donc, voilà, c'était une manière d'aller vite, plus vite dans le traitement du dossier sans demander des choses qui finalement n'étaient pas forcément utiles pour commencer la médiation. Sur les PGE et leur utilisation, on est effectivement dans un dispositif, comme je l'ai dit, l'objectif c'était de soutenir la liquidité. Donc tout le monde, bien évidemment, au deuxième, maintenant c'est facile avec le recul, mais à l'époque on ne savait pas. On était rentré dans un confinement, on partait de l'idée qu'il y avait un arrêt de l'activité pendant 2 mois, il fallait apporter de la liquidité en 2 mois. Est-ce qu'on repartirait, est-ce qu'on ne partirait pas, qu'est-ce qui se passerait? Donc les entreprises ont souscrit des PGE, certains parce qu'elles en avaient besoin à l'époque, compte tenu du fait qu'il y a arrêt de l'activité, dit absence de rentrée de cash. Donc, c'était un moyen d'avoir de la trésorerie. Mais il y a des PGE qui étaient des PGE de précaution. C'est-à-dire que les entreprises les prenaient en disant, voilà, je le prends et puis je verrai en fonction, compte tenu de la souplesse qu'il offre, rien à rembourser la première année. Il y a juste la garantie de l'État à payer à l'issue de la première année. Donc, c'est un produit intéressant et comme je le disais, il offre la possibilité d'avoir un étalement. Donc, on estime aujourd'hui, les banques estiment qu'il y a à peu près la moitié des encours de PGE qui sont toujours dans les comptes. Alors avec des situations, alors quand je dis ça, c'est à niveau global, il y a des situations très différenciées, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont consommé leur PGE, soit parce qu'elles avaient obtenu en plus des reports de charges fiscales et sociales, à un moment donné, il faut les payer, parce qu'il y a une reprise d'activité, il faut refinancer les stocks, etc., pour financer son BFR. Mais on a à peu près aujourd'hui environ la moitié. On était en fin d'année à peu près à 60% des PGE qui n'étaient pas utilisés. Et on voit d'ailleurs, je disais tout à l'heure, qu'il y a à peu près 15% seulement des entreprises qui vont rembourser. Ça montre qu'il y a toujours ce souci de précaution. C'est-à-dire que les entreprises, même si elles ont encore cette trésorerie dans leur compte, elles préfèrent la garder parce que c'est un crédit, même si le coût augmente avec le temps compte tenu de l'augmentation du coût de la garantie, ça reste un crédit intéressant, potentiellement sur une durée totale de 6 ans. Donc voilà, ce qui explique que les entreprises, compte tenu de l'incertitude, préfèrent conserver cette trésorerie plutôt que de la rembourser. Je crois que nous avons une question. Il y a une main qui s'est levée. Voilà, donc on va ouvrir le micro. Oui, bonjour. Je suis Madame Vaillant, responsable financière au sein de la Fédération ADMR des Yvelines. Donc, nous sommes un réseau d'aide à domicile en milieu rural et nous sommes un réseau de 13 associations d'aide à la personne. Et nous avons monté des dossiers de PGE pour certaines de nos associations. Et effectivement, dans le cas inverse de la personne précédente,
nous avons demandé des petits fonds parce qu'on ne pensait pas que la crise durerait aussi longtemps. Je voudrais savoir si, éventuellement, on pourrait faire des demandes, des secondes demandes de PGE pour certaines assos en difficulté, pour la garantie de salaire, quoi, enfin, principalement. Tout à fait. Il n'y a pas de limite en nombre de demandes de PGE. Il y a une limite en plafond. C'est-à-dire que le droit de demander un PGE, il est plafonné à 25% du chiffre d'affaires 2019. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce 25%, il y a toujours la possibilité de demander. La seule contrainte, c'est le plafond global. Dès lors qu'il sera atteint, il n'y a plus de droit. Mais sinon, on peut faire autant de demandes que l'on veut. Alors, bien évidemment, les demandes complémentaires sont souvent plus difficiles à obtenir parce que voilà, les banquiers, lors des premières demandes, les ont accordées. Après, bien évidemment, l'endettement de l'entreprise a augmenté. Donc, sa capacité de remboursement, elle est regardée de manière plus attentive dans les demandes complémentaires qu'elle ne pouvait l'être lors des premières demandes. Mais en tous les cas, par principe, c'est possible. Et en cas de refus, là encore, il faut saisir la médiation de manière à essayer de trouver une solution s'il y a un refus, dès lors que ce montant maximum n'est pas atteint. Très bien. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, non. Je vais poser peut-être, s'il n'y a pas d'autres mains qui se sont levées, peut-être une question. Premièrement, par rapport aux demandes de médiation, est-ce que vous avez une répartition un petit peu sectorielle? Voilà, peut-être des tailles d'entreprise, mais est-ce que d'un point de vue sectoriel, vous avez des éléments? Et puis, dans le prolongement de cette question, par rapport à la fin, en effet, des mesures d'aide d'État qui vont arriver, hein, je pense, sur le deuxième semestre, d'ici la fin de l'année, est-ce que vous attendez à une très forte augmentation des demandes de médiation? Parce qu'en effet, toute la période un petit peu de prudence qui sera terminée, peut-être que vraiment, notamment par rapport à ce phénomène de zombification hein, des entreprises dont on parle beaucoup, est-ce que vous attendez en effet à une augmentation, vraiment une croissance très forte des demandes de médiation? Alors sur le premier point, je ne l'ai pas sous les yeux, mais on a publié on publie un communiqué régulièrement. Hein, donc on avait publié un communiqué fin janvier sur les chiffres de l'ensemble de l'année 2020 et on a publié fin avril un communiqué sur les données du premier trimestre. Donc où on publie à la fois des informations par type d'entreprise, par secteur et on a une ventilation également au niveau des régions. Donc on est sur les types d'entreprises, on est à 85-90% sur des très petites entreprises. Et quand je dis très petites entreprises, c'est souvent moins de 5 salariés qui saisissent la médiation. Bon, c'est assez logique, hein, plus l'entreprise sera grosse, plus elle a souvent des relations avec ses banques, et elle est plus en capacité finalement de discuter, et donc ce qui explique qu'il y ait moins d'appels à la médiation, même si on a des PME, bien évidemment, qui peuvent faire appel à la médiation. Sur les secteurs économiques, on retrouve dans la médiation les secteurs les plus affectés. Hein. Donc, il y a une part proportionnelle plus importante de tout le secteur de l'hébergement, restauration, qui est le plus affecté par la crise et qui, bien évidemment, a moins de visibilité dans une discussion avec les banques et donc qui, proportionnellement, a plus saisi la médiation du crédit. Sur les perspectives, je crois qu'il y a deux choses. On est toujours dans une situation aujourd'hui où la médiation suit l'évolution des demandes de PGE. Donc, comme je le disais, on a moins de demandes de PGE. On était encore à peu près un peu moins de 10 000 demandes par mois en début d'année. On sera sur le mois d'avril, moins que ça, puisque sur les 3 premières semaines, on doit être à 5 ou 6 000 maximum de demandes de PGE. Donc, on a une demande de PGE qui se réduit et donc on a une demande de médiation qui suit cette tendance et qui se réduit. Alors après, il y a une interrogation qui est effectivement celle de sortie de crise. On a aujourd'hui un dispositif, hein, je renvoie au tableau tout à l'heure, on a toujours du soutien de l'État qui est maintenant beaucoup plus massif sur la partie fonds de solidarité. Hein. Le ministre a annoncé hier également que le fonds de solidarité serait maintenu et élargi pour tout le secteur justement du commerce, restauration, etc. Enfin, restauration, hébergement qui est durement affecté. Donc, on a des soutiens de l'État qui vont continuer, mais il y a bien l'idée d'une sortie progressive du dispositif. Le PGE, il est disponible jusqu'au 31 décembre, même s'il y a moins de demandes. Bon, donc à un moment donné, ce soutien
va s'arrêter de manière progressive. Donc, il y a deux interrogations. C'est un, quel va être le comportement des banquiers dans une situation où les entreprises sortent de cette crise avec moins de résultats, avec une structure financière dégradée. Donc, quelle va être la perception des banques? Donc, il y a potentiellement, effectivement, des problématiques de financement qui vont se poser et donc potentiellement des recours à la médiation. Donc, nous, on se tient prêt, mais après, ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise. On suit bien évidemment l'évolution dans l'octroi de crédit. On a publié d'ailleurs ce matin les statistiques sur l'accès au crédit au premier trimestre, qui restent tout à fait favorables. Mais bien évidemment, si la situation se tend, il y aura une problématique d'accès au financement et donc il y aura potentiellement une problématique de recours à la médiation. Mais comme je le disais, on est disponible. Après, il y a l'idée, le ministre l'a annoncé, enfin le principe, et il devrait être précisé d'ici 15 jours, un dispositif détection, orientation, traitement. Donc l'idée d'avoir une détection des entreprises le plus tôt possible qui sont susceptibles justement d'avoir des problématiques de remboursement. Il ne s'agit pas du tout d'avoir un dispositif général où on dit tous les PGE passent de 6 ans à 8 ans. Ça, c'est totalement exclu pour différentes raisons, totalement objectives. Par contre, il y a bien l'idée de regarder les situations individuelles et donc de détecter des entreprises qui risquent d'avoir des problèmes de manière ensuite à ce qu'il y ait un point unique d'orientation, c'est-à-dire d'analyse, quelle est la situation de cette entreprise, quel est son problème et donc vers quoi il faut l'orienter, de manière à traiter. L'orientation, dans un certain nombre de cas, sera d'ailleurs, et il faut les encourager, il y a un rapport qui avait été rendu en début d'année sur ce point, vers les procédures amiables des tribunaux de commerce. Il y a toujours une résistance des entreprises parce que tribunal, ça peut faire peur à un chef d'entreprise, mais il y a des procédures amiables, confidentielles, des mandats ad hoc, conciliation, qui permettent de traiter les problèmes en amont avant de se retrouver en situation de cessation de paiement. Donc, ce dispositif d'accompagnement, il sera présenté par le ministre d'ici quelques semaines. Et donc, il y a bien cette idée, voilà, avec l'arrêt progressif des aides, d'avoir un dispositif d'accompagnement, d'orientation, avec peut-être des mesures spécifiques d'aide, de manière à faire en sorte de continuer, enfin, à ne pas perdre finalement le gain de ce qui a été fait. Les 210 milliards, ils avaient pour objectif de préserver des activités et des emplois. Ce n'est pas pour que les entreprises qui ont été soutenues des différentes manières en 2020 ou qui continuent à l'être en ce début d'année, finalement, se retrouvent en faillite. On aura une augmentation des faillites. C'est clair, on a chaque année 50 000 faillites, il n'y en a eu que 30 000 en 2020. Voilà. Est-ce qu'il y aura un rattrapage? Est-ce qu'il sera plus élevé? Moi, je n'en sais rien. En tous les cas, tout sera fait pour éviter au maximum que les entreprises fassent faillite. Il y aura certainement des faillites, mais par contre, il y a bien l'idée de continuer à accompagner les entreprises sous une forme qui va évoluer. On ne sera plus dans des dispositifs massifs, PGE, fonds de solidarité, ça va disparaître progressivement, mais dans une aide au cas par cas qui va être mise en place donc au travers de ce dispositif détection, orientation, traitement. Et la médiation, bien évidemment, jouera son rôle s'il y a un problème d'accès au crédit. Voilà. Comme elle l'a toujours fait, elle continuera à le faire, même si on ne sera plus dans des problématiques de PGE à l'avenir. Pour détecter des entreprises, le plus en amont possible, les entreprises à des difficultés. C'est aussi un contact avec les organismes sociaux, etc. Pour détecter, parce que tout à l'heure, je vous entendais parler de réunions avec les banquiers. On est bien d'accord, il n'y a pas, c'est hors la présence de grands, on va dire, débiteurs du type les organismes sociaux, etc. Enfin, la détection, on verra ce que le ministre annonce. Enfin, il y a plusieurs détections. Il y a des détections qui ont été mises en place par la DGFiP, la Direction générale des entreprises, d'ailleurs en association avec la Banque de France, qu'on appelle signaux faibles. Donc, le fait de croiser des différentes bases de données, retard URSSAF, chômage partiel,
etc., de manière à détecter des entreprises qui ont des problèmes. Il y a des mécanismes de détection qui sont mis en place par les GPA, là, les groupements préventifs, je ne sais plus ce que veut dire le A. Les chambres de commerce font des choses. Enfin, il y a tout un écosystème qui permet de dire, voilà, d'essayer de trouver, d'identifier des entreprises qui peuvent être en difficulté. Donc l'idée, c'est d'utiliser au moins la partie publique, donc Signofène, mais probablement plus largement, de détecter. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir un point unique d'analyse. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'est pas à se poser 10 000 questions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a détecté qu'une entreprise est susceptible d'avoir des problèmes, il faut lui dire. Et après, c'est l'entreprise, bien évidemment, de prendre ses responsabilités. Et on dit, attention, vous êtes susceptible d'avoir un problème de remboursement de vos crédits, soit du PGE ou de vos charges fiscales, sociales, etc. Et donc, vous devez aller à tel endroit. Et à tel endroit, il y a une analyse qui sera faite. Voilà, quelle est la situation de l'entreprise et quelle est la solution finalement pour ces entreprises. Et en fonction de cette analyse, de cette solution, on lui dira, voilà, vous, il faut aller à tel guichet pour trouver une solution, il faut aller à la médiation du crédit parce qu'il suffit de discuter avec les banques, ça suffira, ou bien il faut aller dans ce qu'on appelle l'éco-défi pour avoir une restructuration de ça, ou il faut aller au tribunal de commerce. Enfin voilà, c'est cette idée-là qui sera précisée par le ministre, éventuellement même dans la partie traitement avec des dispositifs complémentaires qui seront déployés. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, une dernière question par rapport en tout cas à la phase maintenant, on va dire, on espère d'ici la fin de l'année, puis début 2022, par rapport au plan de relance qui en effet sont lancés en parallèle de façon transversale ou sur différents secteurs. Est-ce que la Banque de France va proposer des dispositifs particuliers qui viennent bien sûr compléter tout ce que vous venez d'indiquer sur cette méthodologie de détection, orientation, traitement? Est-ce que vraiment par rapport à la phase relance, et notamment en parallèle et en complément des plans de relance qui sont aussi lancés par les différents ministères de l'économie, est-ce que la Banque de France va mettre en place des dispositifs, des actions particulières? Enfin, nous, on n'a pas pour ce qui est du plan de relance, ce sont les chambres de commerce qui se sont vues confier une mission par l'État pour contacter les entreprises, valoriser, en plus de ce qui est disponible sur les différents sites, notamment celui de Bercy, où il y a la possibilité pour les entreprises de voir sur les différentes thématiques et de voir dans le plan de relance ce qui peut les concerner. Nous, on n'a pas d'action spécifique en dehors de celle qui est exercée par nos correspondants TPE, PME et qui peuvent justement orienter les entreprises vers tel ou tel élément du plan de relance qui peut les concerner. Je fais référence notamment à tout ce qui est la numérisation, la transition énergétique, etc. Il y a des dispositifs d'aide, de financement qui existent. Et donc voilà, donc on joue ce rôle d'orientation au travers de nos correspondants, mais au-delà, on n'a pas prévu de dispositifs particuliers liés au plan de relance. La cheville ouvrière, je dirais, de mobilisation des entreprises, ce sont les chambres de commerce et d'industrie. Merci, M. le ministre. Est-ce que nous avons d'autres questions en ligne? Je ne pense pas. Moi, s'il n'y a pas d'autres questions en ligne, je voulais effectivement faire une remarque parce que ça me paraît important. Je pense que le chef d'entreprise est une personne éminemment seule et par définition. Et je pense effectivement que toutes ces actions, nous, on s'efforce de le faire de notre côté, mais toutes ces actions où ils ont la possibilité de parler, et c'est aussi une forme de détection aussi, parce que je pense qu'il y a effectivement des entreprises qui portent, des chefs d'entreprise, pardon, qui portent leur entreprise très haut dans leur cœur, j'ai tendance à dire, et ils sont dans la situation actuelle extrêmement fragilisée. C'est important qu'on s'entende et qu'on se connaisse bien nous-mêmes entre nous, pour qu'on échange sur ce genre de dispositif. Et une fois de plus, merci de votre présentation, parce que je pense qu'il faut vraiment aller pour qu'ils sentent qu'ils sont accompagnés, et ça limitera peut-être un petit peu les dégâts quand même, parce que effectivement cette période de reprise là et notamment vraisemblablement de diminution du chômage partiel, etc.,
va mettre les entreprises en face de réalité qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Enfin, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur cette notion d'accompagnement. Elle est vraiment essentielle. Nous, on joue notre rôle avec nos correspondants TPE, PME. Bon, la médiation est une forme d'accompagnement, mais lorsqu'il y a un problème, mais de manière plus générale, et effectivement, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui existent, peut-être trop, malheureusement. Et c'est que le chef d'entreprise aussi peut être perdu. Mais bon, tout doit concourir effectivement à donner au chef d'entreprise les éléments d'aide qui vont lui être utiles parce que un chef d'entreprise, il est dans son activité, il n'a pas le temps de se renseigner partout sur ce qui existe. Et donc, le fait qu'il y ait tout un écosystème finalement de personnes qui, à un moment donné, sont susceptibles de lui dire, ah ben voilà, il faut aller à tel endroit, c'est extrêmement utile pour lui faciliter la tâche parce qu'effectivement, il est souvent perdu. Bercy a mis, alors je ne l'ai pas sous la main, mais c'est sur leur site, un numéro d'appel aussi qui est disponible et qui permet justement d'orienter, là encore, en fonction du problème, vers la bonne porte, un chef d'entreprise qui aurait besoin d'accompagnement, de questions sur les différents outils qui sont à sa disposition. Alors, on a finalement une question qui a été à la fois posée par le chat, mais qu'on peut, éventuellement, la personne peut la poser. Donc, sur le lien avec les communes. Je ne sais pas si la personne Est-ce que le dispositif... Oui, ma question, c'est par rapport à ce nouveau dispositif pour aider les entreprises sur les dispositifs de détection, orientation, traitement, sachant que les communes sont souvent, les services vie économique sont en première ligne, sont en lien direct avec ces petites entreprises. Est-ce que par rapport à ce dispositif, est-ce qu'il y a vraiment un lien vraiment avec les communes ou c'est vraiment les CCI, la Chambre des métiers, la Banque de France qui mettront tout ça en place sans qu'il y ait de lien avec les communes? Je ne sais pas si je... Est-ce que vous pouvez vous juste citer, dire qui vous êtes? Excusez-moi, on n'a pas, voilà. Je me présente, Madame Baptistelle Amélie, je travaille pour la ville d'Épône, service vie économique. Très bien. Voilà. Alors, et puis, Madame Devel, je pense, complétera dans justement la coordination que nous avons avec les communes. Voilà. Monsieur Wisnowski. Alors, ce dispositif, il est en cours de définition, donc je n'ai pas la réponse. Ce qui est clair, c'est que le ministre souhaite qu'il y ait un point unique d'orientation. Ça, c'est clair. Alors, quand je dis point unique, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plusieurs entités qui seront associées à cette orientation. Mais au moins, il y a un chef de file. Voilà. Après, sur la détection, je ne sais pas. Moi, personnellement, je milite auprès de Bercy pour qu'il y ait une multitude de sources de détection. Parce que c'est extrêmement important, même s'il y a des dispositifs que j'ai cités, signaux faibles, très intelligents, ça ne couvre pas nécessairement l'ensemble de l'ensemble. Donc je pense qu'il sera utile qu'il y ait plusieurs sources de détection. Après, ce qui est important, c'est qu'on détecte, on puisse dire à l'entreprise, voilà, c'est là que vous devez aller. Il y a un point unique. Par contre, la détection, pour moi, il n'y a aucune raison de la limiter. Et donc, les communes, bien, tous ceux qui ont des contacts avec les entreprises et qui sont en mesure de savoir, de connaître de la situation de l'entreprise et lui dire, attendez, je pense que vous risquez d'avoir un problème. Je veux dire, pour moi, ça doit être utilisé. Oui, mais le souci OK, qu'il y ait un point unique, c'est normal et c'est très logique. Mais le souci de dire aux entreprises, il faut aller à tel endroit et tout, je vous assure, les entreprises au jour d'aujourd'hui, elles sont fatiguées, elles ont leur travail. Plus tous les dossiers à monter. Je sais qu'on a travaillé en lien avec la GPSO sur toutes les aides, les dispositifs liés au Covid-19, où les entreprises se sont déplacées directement lors d'une réunion où ils pouvaient voir différentes personnes pour telle et telle chose, où on les a orientés. Et ça, je trouve que ce dispositif est intéressant. Les envoyer encore, je ne sais pas où, à Paris ou à Versailles ou aller à... Non, ce ne sera pas. Ce sera voilà. Centralisé. Non, ce ne sera pas à Paris, je vous rassure. Non, ce sera au niveau départemental, bien sûr. D'accord, OK.
Oui, mais même au niveau départemental, je vous assure, les entreprises, elles n'ont pas celle d'Épône, qu'on est côté Mantes-la-Jolie pour se déplacer jusqu'à Versailles. J'y crois pas. De toute façon, je pense qu'il nous appartient aussi d'avoir une coordination et une information dans ce sens-là, au même titre qu'on a fait les réunions de points d'information auprès des entreprises au sein des communes depuis le début de la crise. Je pense qu'il faut qu'on refasse des opérations qui ne prendront pas forcément la même forme, mais qu'on martèle le fait que et notamment avec le numéro unique ou le mail unique que je donnais tout à l'heure. Et il faut vraiment qu'on informe là-dessus. Les communes sont un vecteur, étant maire moi-même de ma commune. Je sais à quel point nous sommes le premier niveau d'information et il faut qu'on réoriente, qu'on informe les maires ou les collectivités pour qu'effectivement ils aient aussi ce réflexe de venir vers nous et qu'on puisse accompagner les entreprises. On a vraiment ressenti, à un moment où on a fait les réunions d'information, à quel point on avait des entreprises de toute taille, demeurant, essentiellement des petites, mais quand même de toute taille, qui venaient chercher un soutien, glaner des informations, glaner un soutien quant au montage du dossier. Je pense que ça, c'est quand même aussi extrêmement important parce que c'est quand même un peu un labyrinthe au début dans lequel les chefs d'entreprise ne savent pas trop comment travailler. Et je réitère le fait qu'une présentation comme aujourd'hui et en particulier du dispositif d'accompagnement que nous présente la Banque de France est de nature à travailler encore plus ensemble pour qu'on raccourcisse en quelque sorte les délais et la déperdition d'informations entre une entreprise qui ne va pas bien et les gens qui peuvent l'aider. Voilà, je suis tout à fait d'accord et je pense que remettre en place ce qu'on a mis sur la GPSO entre communes et GPSO était très très bien. Donc, je sais qu'à Épône, ça a très très bien fonctionné, on était les derniers. Voilà. Et en plus, les entreprises se sont rencontrées à ce moment-là. Il y en a, ils ont fait affaire ensemble. Donc, voilà, très bien. On va peut-être, ce qu'on essaie de rester dans le créneau d'une heure, pour être. Donc, en tout cas, ce lien, en effet, en tout cas, le fait que les demandes nous remontent via les communes des entreprises, c'est essentiel parce que c'est vraiment un maillage local de proximité. Ensuite, nous avons la communauté urbaine avec l'équipe développement économique et donc l'adresse deveco@gpso.fr. Et puis, on continuera, comme nous l'avons fait aussi, à diffuser de l'information, et notamment avec les niveaux dispositifs que M. Wisinowski vient d'annoncer aussi. On fera du push, en tout cas vers l'ensemble des maires. Ça peut se faire via aussi les conférences des maires, via les conseils communautaires, pour aussi informer. Et on a un suivi, d'ailleurs, un tableau de bord que vous avez sur le site de la communauté urbaine. Et on mettra à jour, en effet, ce tableau de bord des aides et aussi avec un push vers les communes pour, en effet, suivre cette actualité sur l'ensemble des dispositifs d'aide aux entreprises. Je propose que nous clôturons, nous remercions en tout cas vraiment M. Wisinowski pour cette intervention. J'espère qu'on a pu répondre que cette intervention a pu répondre à vos questionnements, préoccupations. Bien sûr, l'ensemble du web séminaire sera disponible en replay, donc vous pourrez en effet y revenir. Et vraiment l'équipe de la direction du développement économique est totalement à votre disposition parce qu'il y a peut-être des entreprises qui n'ont pas souhaité bien sûr poser des questions individuelles, confidentielles, mais sachez vraiment que cette adresse, on va la renvoyer par le chat deveco@gpso.fr est à votre disposition et vous avez une équipe de spécialistes, de conseillers économiques, à peu près une dizaine de personnes qui répond à toutes vos questions et en lien donc avec nos partenaires comme la Banque de France. Madame Devez. Un grand merci à vous et puis portez-vous bien et physiquement et économiquement. Bonne journée. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Au revoir. Plaisir, merci. Bonne journée à tous. Au revoir.